Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par le Festival RH pour sa seconde édition. Les 2 et 3 octobre prochains, direction le Château Barthélemy près de Rambouillet pour un voyage. Retour vers le Present of Work. 2 jours, 80 ateliers et conférences pour apprendre, débattre, rire et lâcher prise entre pros des RH et surtout trouver des solutions concrètes aux défis du quotidien. Un festival unique, immersif et festif. Le rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent impacter positivement les RH dès aujourd'hui. Pour me rejoindre, je vous mets le lien d'inscription dans le résumé de cet épisode et contactez-moi via LinkedIn pour bénéficier d'un code promo exclusif. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui ne fait pas clairement comme tout le monde, Gauthier Bailleul, le CEO d'Hippolyte. Salut Gauthier. Bonsoir Florent. En tout cas, merci d'être là. Alors, Gauthier me fait l'honneur de venir en Bretagne. Nous enregistrons à Saint-Malo, à côté de, pas loin de la mer, dans une météo bretonne. Voilà. Donc, très bretonne. Très bretonne. Et Gauthier est là pour un bel événement qui s'appelle le Forum économique breton auquel je participe. Donc, on en profite pour enregistrer tous les deux. Ça, c'est cool. On va parler effectivement avec Gauthier. Gauthier, tu as lancé ton entreprise en 2020 à Amiens. Tu es Picard, je crois. Et oui, personne n'est parfait. Voilà, avec une idée simple, aller chercher les talents là où ils passent leur journée, c'est-à-dire principalement sur les réseaux sociaux, on va y revenir. Et avec une dose bien dosée d'IA en prime, on va aussi y revenir. Et puis je pense qu'en 2020, il n'y a peut-être pas autant d'IA qu'aujourd'hui. Donc ça, loin de là. Tu vas nous expliquer. Résultat des courses. En 2025, c'est plus de 600 clients, des campagnes qui déchirent sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, peut-être sur d'autres réseaux sociaux, mais tu vas... très récemment sur Netflix. Ah ok, ouais, tu vas nous en parler, je ne savais pas. Et un outil comme Screen.ai qui fait une préqualification automatique en 3 minutes chrono, de l'humain et de la rapidité en même temps. En 2 phrases, Gauthier est un serial entrepreneur, c'est un diplômé de Schema. On s'en fout un peu des diplômes, honnêtement. On s'en fout, complètement. Mais t'es diplômé de Schema, ça fait bien sur un... Ça fait bien sur un CV. Ou sur profil LinkedIn. Ou sur un profil LinkedIn et sur le réseau surtout. Ouais, voilà, ouais. Oui, le réseau est important. Et tu mixes aujourd'hui marque employeur, donc un sujet qui m'est cher, de l'IA générative, du conversationnel intelligent, pour faire entrer le sourcing RH dans le 21e siècle. En tout cas, bienvenue. Merci pour cet accueil, en tout cas. Bah, je t'en prie, je suis vraiment ravi de t'avoir à ce micro. Ça fait longtemps qu'on devait faire cet épisode, le temps tournait, on n'arrivait pas à se caler. Et là, le miracle de la vie fait que... Le miracle de Saint-Malo. Le miracle de Saint-Malo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tout le monde te connaît peut-être pas, certains te connaissent évidemment, certains ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'a amené à être aujourd'hui dans le monde des RH et du recrutement. Bien sûr, merci en tout cas pour l'accueil. Aujourd'hui, donc, Hippolyte existe depuis donc, 2020, comme tu l'as signalé. Aujourd'hui, on est 35 personnes, une équipe de 35 personnes. Donc, ça a bien grossi. On a la chance d'accompagner aujourd'hui un peu plus de 600 clients en France et à l'international dans des enjeux, comme tu le spécifies, à la fois de valorisation de marque employeur et d'acquisition de candidats, bien souvent sur des profils soit volumiques, soit pénuriques, mais qui nécessitent en tout cas une action particulière dans le cadre de l'acquisition de candidats qui sont nécessaires pour nos chers amis clients pour faire tourner leurs organisations. Moi, je viens en fait pas du tout des RH, ce qui est un peu atypique. Donc, certes, Schema, mais j'ai pas du tout fait une formation RH. T'as pas fait de majeure RH Ah non, j'ai fait une majeure en conseil en système d'information. Okay. C'était EY qui faisait cette majeure. J'ai commencé chez IBM en gestion de projet. Ensuite, donc j'avais vu la grosse machine. J'ai toujours voulu entreprendre. Donc ça, c'est un vœu pieux depuis très longtemps. Mais avant d'entreprendre, je pense qu'il était nécessaire d'avoir quand même quelques cordes à son arc et un petit peu de réseau qui va bien pour justement se lancer dans de bonnes conditions.
Donc IBM, la grosse machine. Ensuite, une plus petite structure à Paris dans laquelle j'ai passé 5 ans, où j'ai vu le scaling de passer de 20 collaborateurs à 200 en quelques années, mais très rapidement. Et ensuite, le choix de m'orienter dans l'entrepreneuriat, de me mettre à mon compte et de rentrer à Amiens, parce que j'étais à Paris et je suis retour aux sources. Retour aux sources, ok. Retour aux sources, la naissance. Donc j'ai fait Schema à Sophia Antipolis. J'ai travaillé chez IBM à la Gaude, donc sur les hauteurs de Nice. Un petit peu de Paris et retour aux sources. Donc Entre Sophia, Nice et Amiens, c'est un peu comme Saint-Malo et Marseille. Il y a un peu de différence. Ouais, deux salles, deux ambiances. Mais en même temps, c'est des choix forts et de découverte. Et voilà, le retour aux sources pour entreprendre dans des conditions drôles. En tout cas, je me souviens j'avais pas de bureau, donc j'ai pris un stagiaire qui venait dans mon appart tous les jours, qui déjeunait dans ma cuisine. Voilà, l'école de l'entrepreneuriat sans trop de moyens pour démarrer. Et puis en fait, je voulais faire du développement informatique parce que voilà, c'était ma spécialisation, j'aimais bien ça, j'ai toujours été un peu geek sur les bords. Et j'ai voulu croûter, comme on dit dans le domaine, donc prendre des projets, le plus de projets possible pour faire un petit pécule et lancer ce que je voulais lancer. Pour faire ce petit pécule, donc on a développé nos premiers clients, en fait, c'était dans le monde du RH. Donc, développer à l'époque des bourses emploi pour la mobilité interne des clients. Donc, en fait, des collaborateurs qui souhaitaient changer de job. Et en fait, de fil en aiguille, on est arrivé sur d'autres sujets de recrutement externe, de plateformes de recrutement, de portails de recrutement, de formulaires, de tous ces sujets. Et puis, en fait, en prenant du recul, je me suis dit, OK, c'est quand même très compliqué quand je suis candidat de trouver chaussures à mon pied et quand je suis client, recruteur, de trouver également chaussures à mon pied de l'autre côté. Pour moi, il y a une vraie difficulté de créer des rencontres entre des candidats qui peuvent se dire en fait, cette boîte, c'est pas pour moi, ou alors je connais pas cette boîte, je la connais pas, je sais même pas quel métier. Déjà à l'époque, il y avait des job boards. Il y avait des job boards. Très bons job boards. Ouais, mais en fait, quand on est candidat, on se dit je sais pas, une entreprise, quels sont les métiers? J'aime bien cette entreprise, mais je sais pas exactement ce qu'elle fait, déjà, cette entreprise. Je connais le nom. Je sais pas quelle richesse des métiers. J'ai des convictions. Je me dis, potentiellement, dans cette entreprise, il y a tel ou tel poste, tel ou tel métier présent, mais je suis pas certain. Il y a un vrai enjeu de visibilité des entreprises. Alors, je parle pas des entreprises CAC 40, voilà, que tout le monde connaît les activités, mais la France, c'est un tissu d'entreprises qui, sont des ETI, des PME, qui souffrent d'un manque de notoriété ou de connaissances, et des candidats qui ne savent pas forcément qu'ils peuvent s'orienter vers ces entreprises. Et les recruteurs, de leur côté, qui se plaignent tout le temps que le recrutement, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas les bons profils, on ne reçoit pas les bons candidats. Ou on en reçoit trop. On a du mal à les trier, on en reçoit trop. Donc, tout un tas de sujets. Ce qui fait qu'en fait, là, je me suis dit, OK, pourquoi pas aller chercher des candidats sur ce qu'ils utilisent tous les jours, à savoir le social media. Enfin, il y a des usages qui sont stratosphériques, qui ont été encore amplifiés post-Covid, pour aller valoriser les métiers, valoriser la marque employeur, et en plus générer des candidats. La boucle est bouclée. D'accord. Et du coup, tu n'as jamais créé l'entreprise que tu avais prévu de créer avec ton petit pécule? Non, mais c'est pas fini. Et ça, je le garde pour la suite. Ok. Et quand tu t'es dit social media, tu as commencé par quel réseau social? Facebook en premier? Meta, ouais, Facebook, Instagram. Plus facile d'accès, le plus utilisé à l'époque. Pour le coup, c'était vraiment le ticket d'entrée le plus simple pour pénétrer ce marché. Ok, bon, on va revenir sur tout ça. Avant toute chose, moi, c'est important pour moi, en tant qu'ancien RH, tu es dans notre univers, on t'a accueilli. Bras ouverts. Non, il n'y a pas de sujet. C'est quoi aujourd'hui? Tu as 35 salariés, donc tu es aussi, je ne sais pas si tu es un RH d'ailleurs. Oui, tu as un RH, ok, intéressant. Tout à fait. Tu as recruté quelqu'un, c'est très bien d'avoir investi sur la fonction RH, bravo. Important, primordial. Tu l'as rattaché à toi? Oui. Pas au DAF qui... Ah non, c'est à moi, direct. Okay. Non, c'est à moi direct, okay. C'est primordial, je confirme. Et toi, justement, en tant qu'expert maintenant de la fonction RH, que tu connais très bien notre univers, en tant que dirigeant d'une très belle équipe, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi en tant qu'RH? Alors, pour le coup, clairement, le sujet numéro 1... Tu fais pas de langue de bois. Hein. Non, je fais pas de langue de bois. Aujourd'hui, c'est que chaque collaborateur se sente bien à sa place dans l'entreprise, que chacun s'épanouisse dans son quotidien, que les recrues qu'on réalise, ce soit des recrutements réussis. J'entends un recrutement réussi. Alors, sur le papier, on peut se dire c'est un recrutement réussi, mais en tout cas, que la mayonnaise prenne bien, que la personne se sente bien, que l'onboarding soit de qualité, que même si on est amené à se séparer en offboarding, que ça soit propre, que ça se passe bien, que le collaborateur ait une bonne image de l'entreprise. Et c'est vraiment un état d'esprit. On doit être collectif à 35 personnes. À la fois, c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas beaucoup. Donc, on se doit d'avoir un esprit d'équipe, que chacun ait du dépassement de fonction,
que chacun se sente concerné, intégré, et ça passe par une animation quotidienne des équipes en fait. Et c'est primordial pour faire monter justement, scaler une entreprise, que la fonction RH soit centrale, parce que c'est la clé de voûte en fait du développement d'une entreprise. C'est-à-dire que tout seul, on fait rien du tout. Avec une équipe soudée, renforcée et complémentaire, on arrive à soulever des montagnes. Parce qu'à 35 personnes aujourd'hui, gérer 600 clients, c'est sport. C'est sport. On va dire que c'est sport, mais pour le coup... Oui, puis t'es pas le dirigeant qui reste dans son bureau à compter les chiffres, quoi. Si on connaît, c'est pas vraiment mon état d'esprit. Moi, je mets les mains dans le cambouis, mais vraiment, s'il faut... Enfin, voilà, c'est vraiment le... Moi, je prends les sujets vraiment à bras le corps, pardon, et au quotidien. Et pour le coup, c'est vraiment important d'avoir une équipe donc soudée, je répète, mais c'est vraiment super important si on veut justement progresser et aller soulever de nouveaux challenges. Donc, en fait, l'esprit d'équipe est primordial, et la RH, la fonction RH, qui a souvent été le parent pauvre en fait des entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises, qui étaient vues comme un gestionnaire. Si je suis cash, un gratte-papier en fait, qui était souvent, pardon du terme, mais un peu le cul entre deux chaises, qui, à la pression du manager qui dit tu me trouves personne et ainsi de suite, j'ai besoin, moi, ma production est bloquée. De l'autre côté, le dirigeant qui dit faut pas trop dépenser parce que tu comprends les charges. Franchement, ce monde est révolu pour les RH, et je trouve que depuis le Covid, ça les a vraiment passés dans une autre dimension en termes d'organisation et de poids dans l'organisation. Et ce qui est très bien, parce que on a souvent dit oui, le DAF est important, contrôle de gestion et ainsi de suite. Ok, c'est important, mais s'il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien qui tourne. Ok. Et du coup, il y a longtemps que tu investis sur la fonction RH en interne ? Ça fait 1 an et demi. Ok. Et pourquoi tu as fait ce choix du coup ? Parce que alors déjà, moi j'avais besoin d'aide sur la partie recrutement, premier sujet, mais deuxième sujet aussi, c'est sur les sujets du quotidien. Le collaborateur qui a un accident de la vie, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être écouté, Voilà, une RH, ça ne traite pas que du recrutement, c'est trop réducteur de dire ça. Ça traite tous les sujets de vie d'un collaborateur. Et les sujets de vie sont très nombreux à notre époque. Et je ne dis pas qu'il était moins avant, mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui va très vite, dans un monde qui a besoin d'attention, et les collaborateurs ont besoin d'attention. En tout cas, moi, je trouve ça chouette qu'effectivement, à 30-35 personnes, il y ait déjà la fonction RH, parce que ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est vrai. Donc là, c'est vraiment top. Alors, pourquoi je voulais échanger avec toi, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, tu as fait un post sur LinkedIn qui m'a marqué autour des recruteurs qui refusent l'IA. Donc, c'est ma première question. Dans ce post, je remettrai le lien d'ailleurs vers ce post pour que tout le monde le lise. Qui était un peu provocateur. Ouais, il était provocateur, mais en même temps, tu mettais le doigt aussi sur des sujets importants. Et tu vois, tu m'as donné envie effectivement de t'appeler, de dire on en parle à ce micro. Tu compares les recruteurs qui refusent l'IA aux taxis qui ont refusé Uber à l'époque. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là En fait, je veux dire quelque chose de simple, c'est qu'en clair, il va y avoir les recruteurs qui vont utiliser l'IA parce qu'aujourd'hui, on a la théorie de demain, j'ai plus de travail parce que l'IA va faire mon job. Ça, c'est la théorie qui, en tout cas, la petite phrase qui tourne aujourd'hui dans les entreprises et qui tourne un petit peu partout, c'est non, mais l'IA va prendre mon job. En fait, l'IA va prendre le job de ceux qui n'utilisent pas l'IA. Donc, le recruteur demain qui n'utilise pas l'IA dans le cadre de ses missions quotidiennes, pour moi, est has-been et va avoir beaucoup de difficultés à continuer d'exister dans ce marché. On parle de la fonction RH, c'est valable pour tout un tas d'autres fonctions. En fait, l'IA peut disrupter une personne si elle ne prend pas, en tout cas, en compte le potentiel de l'IA, la force de l'IA aujourd'hui dans le quotidien. Et cette IA, c'est pas magique. Ça ne remplace personne. Ça vient juste automatiser des tâches et permettre aux collaborateurs RH d'être sur les sujets qu'ils concernent, à savoir l'humain. Et donc, quand je compare effectivement Uber avec les taxis, c'est pas pour être désagréable. C'est juste de se dire, attention, il ne faut pas que je sois déclassé. Et il y a un risque de déclassement s'il n'y a pas l'IA qui est intégrée au sein des services RH aujourd'hui dans les organisations. Mais c'est valable sur le recrutement, c'est valable sur la mobilité interne, c'est valable sur la GPEC, sur les plans de compétences, de développement des compétences des collaborateurs. C'est central de pouvoir faire bénéficier des candidats ou des salariés du potentiel de l'IA pour continuer à les faire progresser dans leurs compétences, dans leur motivation, dans leur levier, dans leur mobilité. C'est majeur et vraiment, voilà, c'est un risque de déclassement non neutre. Ok. Quels arguments tu utiliserais si en face de toi, tu avais un recruteur qui te dit « Ouais, mais l'IA, c'est chaud parce que l'humain, on va le perdre, parce que la RGPD, parce que ceci, parce que cela. » Alors, Comment est-ce que tu peux convaincre quelqu'un qui
qui est peut-être pas anti-IA, mais qui a peur un peu du truc. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand j'ai ce genre de réaction, c'est une forme de peur. Cette forme de peur, elle est associée à une forme de méconnaissance. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que quand j'ai un client, un partenaire, peu importe, qui me dit « Non, mais l'IA, c'est mal ». Je résume, l'IA, c'est mal, les candidats avec de l'IA, ça ne marchera pas, en interne, l'IA, c'est n'importe quoi. En fait, c'est une forme de peur, de non-maîtrise de ce qu'est l'IA. Donc, dans ce cas-là, à chaque fois, ce que je fais, c'est de la pédagogie. J'explique, avec des mots simples, comment ça fonctionne l'IA. Pour dire que c'est pas magique, l'IA, c'est du binaire, c'est des 0 et des 1, c'est de l'informatique. C'est pas magique, il faut surtout l'apprendre pour ce qu'elle sait faire et surtout pas l'apprendre pour ce qu'elle ne sait pas faire. Et à partir de ce moment-là, quand on explique les choses, on a une peur qui tombe. On se dit « Ah ok, peut-être que si je l'utilisais comme ça, c'est plutôt intelligent ». Donc c'est plutôt, ça passe par l'explication pour gommer la peur, parce que je le vois, j'interviens beaucoup chez mes clients qui me disent « Gauthier, bon l'IA, tu connais, tu veux pas sensibiliser mes RH là, parce que oui. Moi en tant que décideur, parce qu'il y a un truc assez drôle dans les organisations, c'est qu'en fait le COMEX dit « Non mais attendez, faut faire de l'IA, là tout le monde fait de l'IA, faut vraiment qu'on y aille, là c'est plus un sujet. Hein. » Ok, le DRH qui est au COMEX, quand tout va bien, ressort et dit bon à ses équipes, responsables du DVRH, Talent Acquisition Manager, bon demain les gars, faut faire de l'IA. Le COMEX a décidé qu'il fallait faire de l'IA. Okay, donc le Talent Acquisition Manager il dit ok, faut faire de l'IA, mais comment je vais faire? Moi j'ai peur, je sais pas trop comment faire. Ok, il essaie de mettre quelque chose en place. Oh là là, faut mettre l'IT dans la boucle. Oh là là. Alors mais l'IT dit ah non pas dit, on bloque tout, c'est pas sécurisé, RGPD, IAC, tout le bazar. Et donc en fait tout le monde est dans un flou artistique et chacun est un peu perdu. Donc ma reco, c'est de dire prenez des sujets simples, actionnez-les. Des cas d'usage simples, en fait. Cas d'usage simples. En fait, ça marche comme ça, parce que si on veut faire Monts et Merveilles directement, ça marche pas. Donc, prenez des cas d'usage simples, efficaces, avec tout de suite un levier de gain de productivité ou de gain de confort de travail. Au-delà de la productivité, si vous parlez à vos collaborateurs de productivité, ils vont se dire « Non, mais attends, ok, si je fais pas ça, je vais devoir faire autre chose, en fait. Donc, ça m'intéresse pas. » Par contre, si vous parlez de confort de travail dans le quotidien, de dire « voyez, trier le fichier Excel là tous les matins. Pensez vraiment qu'un humain au XXIe siècle, doit encore trier ce fichier tous les matins. Concentrez-vous sur des choses qui mobilisent votre génie humain. Votre génie humain, parce qu'en fait, les tâches chronophages, personne n'aime les faire. Et donc là, on retourne la situation. Les collaborateurs se disent « Ah ouais, non mais ok, je vois de la valeur. Ah non mais c'est trop bien l'IA en fait. » Donc c'est vraiment de changer le prisme, de transformer cette peur ou ce danger en vecteur de confort au travail. Et une fois qu'on a ça, on est bon. Ouais, c'est super intéressant. Tu vois, moi, je vais prendre... une équipe recrutement qui est chez un client qui a mis en place effectivement tout un tas de... qui ont automatisé en fait. Quand on parle d'IA, c'est aussi beaucoup d'automatisation et de gagner du temps. Et du coup, les recruteurs sont plus satisfaits aujourd'hui parce qu'il y en a autant, personne n'a été viré. Et par contre, ils passent moins de temps effectivement à trier des CV, à remplir des fichiers Excel, etc. Ils ont automatisé un certain nombre de choses. Et ils passent plus de temps à faire des vraies relations écoles. Par exemple, tu vois, ils avaient un sujet qui était les relations écoles où ils se sentaient pas bons. Et là, maintenant, ils ont le temps de prendre leur voiture, leur TGV, d'aller dans les écoles d'ingénieurs, etc. C'est plutôt et de parler avec des jeunes. Et d'aller parler avec des jeunes. Et ils se disent, mais je m'éclate 10 fois plus à parler avec des jeunes, les convaincre, leur expliquer les métiers, que de remplir de l'Excel. Tu m'étonnes. Et pourtant, il n'y a personne qui a été viré. Personne n'a été viré. Voilà. Mais c'était la grande crainte. Voilà. Et donc je pense qu'il faut... ça me fait penser, tu vois, à un parallèle. Alors, ça va faire vieux con, mais moi, j'ai connu mon stage. Je suis ingénieur, j'ai fait un stage d'ingénieur. J'avais pas d'adresse mail, moi, à l'époque. Tu vois, j'ai connu un vieux truc. Hein. Okay. Donc là, les gens, ils se disent, putain, mais le mec, il est très, très vieux. Et donc, effectivement, pendant que j'étais en stage, il y a eu l'installation des emails. Et la crainte des personnes, c'est-à-dire, oh là là, il va y avoir les emails, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, ça va nous supprimer. Aujourd'hui, je pense qu'on reçoit tous trop d'emails et qu'on perd plus de temps qu'autre chose à trier nos emails. Donc, je pense qu'il faut faire attention entre ce qu'on peut imaginer avec la réalité. La nouveauté. Ouais, l'email va tuer certainement a tué les hommes et les femmes qui avaient dans cette boîte qui portaient des courriers papier d'un bureau à l'autre. Mais il a rajouté une charge. Mais par contre, il n'y a pas moins de travail. Non, au contraire, parce qu'on envoie un mail pour tout aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut relativiser les choses. Et tu dis que tu as aussi dit d'ailleurs que l'IA rend le recrutement du coup plus humain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi? Comment? Tes opinions en fait. En fait, on a un vrai sujet. Là, je vais parler vraiment en tant que dirigeant et en tant que patron d'Hippolyte, c'est que l'IA, ok, c'est bien votre truc Gauthier, mais par contre, attention, il va y avoir des biais et vous allez discriminer des candidats. Ça, c'est une des premières objections que je rencontre quand je présente nos solutions.
En fait, ce qu'il faut voir aujourd'hui, l'IA, c'est plus l'IA qu'avait développé, je sais pas, Amazon à l'époque, qui avait 4 développeurs et qui malheureusement discriminait toutes les femmes à l'emploi. C'était honnêtement le premier Premier usage de algorithme. l'IA en recrutement et qui a fait un mal pas possible d'ailleurs. Un mal pas possible parce qu'en fait, c'était 4 développeurs qui ont forcément reproduit leur propre biais au sein des algorithmes. Aujourd'hui, on a un tel gisement de données qui est exploité par des LLM, enfin par des outils comme tout le monde connaît, ChatGPT, Mistral et ainsi de suite, qu'en fait, la façon dont c'est prompté, si c'est prompté de manière cohérente, pour moi, l'IA a beaucoup moins de biais qu'un recruteur. Je m'explique. Je prends l'exemple d'une personne qui va recruter les mêmes profils depuis 20 ans dans son bureau, qui va recruter pour les mêmes postes. Cette personne va reproduire ses biais. Et c'est humain. C'est humain. Elle va reproduire ses biais dans le traitement de ses candidatures. Et ça, les mêmes biais depuis 20 ans. Une IA est agnostique. Une IA, aujourd'hui, si c'est une IA qui est bien faite, ne connaît pas le nom de la personne, ne connaît pas ses origines, ne connaît pas sa photo, ne connaît pas son localisation, ne connaît rien de tout ça. L'IA va s'arrêter juste aux expériences, au diplôme, à la formation du candidat. Et va exploiter ça de manière complètement anonyme et faire une recommandation. Ce qui fait qu'on n'a pas la photo qui va entrer en jeu, on n'a pas la discrimination de base qui va entrer en jeu. Donc j'ai une conviction forte là-dessus, c'est qu'une IA bien paramétrée, j'insiste, bien paramétrée, a pour moi beaucoup moins de biais qu'un traitement humain totalement. Donc ça peut réduire les biais d'un recruteur, clairement. On a une dimension d'inclusion aussi. Ouais. En fait, l'inclusion aujourd'hui, je prends l'exemple de clients que j'accompagne aujourd'hui qui me disent « Bah ouais, mais nos RH en fait se disent ils attendent toujours les mêmes expériences au sein des CV. Ils attendent le profil type à chaque fois. » C'est malheureusement très rare. Et il y a d'autres profils qui ont toutes les compétences soft skills ou hard skills qui n'ont pas forcément la bonne expérience, mais qui pourraient se fondre parfaitement dans le poste. La classique confusion compétences et expérience. Exactement. Et ça, l'IA aujourd'hui est capable de détecter et faire de la projection et du prospectif là-dessus et de recommander des profils qui, à première lecture par un RH, seraient refusés immédiatement. Ouais, d'accord. Donc on a une forme aussi d'ouverture. Et donc moi, je prêche à la fois pour le côté recruteur, client, mais pour le côté candidat. C'est de se dire, bah, j'ouvre le champ des possibles grâce à mes compétences que je vais pouvoir mettre en avant sans qu'un recruteur humain se dise non, en fait, tu n'as pas la bonne expérience au bon endroit, tu ne peux pas continuer le process. Et ça, pour moi, c'est un angle d'ouverture qui est possible par l'IA aujourd'hui. Okay. Donc, c'est à la fois peut-être moins discriminant, attention, sous réserve d'un paramétrage, et une certaine forme d'inclusion aussi, parce que on a des profils atypiques qui passent des barrières aujourd'hui qui ne passaient pas hier. Ok. J'ai envie que tu nous expliques un peu comment fonctionne aujourd'hui Hippolyte. Parce que tu nous parles de Facebook, de Netflix, d'IA et d'humain en même temps. Complètement. Donc concrètement, peux-tu nous expliquer effectivement l'expérience un peu RH que peut vivre un recruteur, Hippolyte, mais surtout pour moi l'expérience candidat que vit un candidat qui utilise peut-être Hippolyte sans le savoir d'ailleurs. Je sais pas trop. Alors, je sais pas si c'est marqué Hippolyte, comme c'est marqué. Ça peut être white brand, ça dépend des clients. Côté candidat, en fait, nous, on avait un objectif simple, c'est de permettre à un candidat passif. Donc, un candidat passif, il faut se dire, il prend le bus le soir, il ouvre TikTok et il doit pouvoir postuler facilement. Comment je crée ça depuis un téléphone pour que la candidature soit rapide, mais en même temps, qu'elle soit suffisamment riche pour être exploitable. Parce que moi, je ne crois pas à la candidature en moins d'une minute où je mets nom, prénom, mail, téléphone. D'accord. Pour moi, ça ne marche pas parce que côté opérationnel du recrutement, si je n'ai pas un minimum de données sur lesquelles m'appuyer, je ne peux décemment pas faire un entretien avec un candidat. Je peux demander un complément d'info, mais on a le débat du CV sans CV, tout ce qu'on veut. Pour moi, une candidature, si elle met moins d'une minute, déjà, c'est des candidats qui ne sont pas forcément très engagés dans le process. Et donc, c'est difficile de trouver le juste équilibre entre l'acceptable pour un candidat mobilité. Donc nous, l'expérience, c'est le candidat ouvre son téléphone, ouvre TikTok par exemple, ou regarde une série Netflix ou Amazon Prime et tombe sur une Saint-Gobain distribution recrute, par exemple, en logistique. Très bien, avec un beau visuel. Donc je valorise des collaborateurs qui ont fait des shootings photos. Donc je peux me transposer directement dans l'entreprise. Aujourd'hui, on anime ces visuels avec de l'IA. Un statique devient une vidéo. Donc en fait, on crée des 10, 15, 30 secondes à partir juste d'une photo et on rend ça immersif parce que des plateformes comme TikTok veulent de la vidéo pour avoir du reach et ainsi de suite qu'on connaît tous. Je clique sur postuler et là, je suis embarqué dans un parcours. Un parcours qui est soit... Je ne vais pas sur le site carrière de la boîte. Jamais. Je reste en fait dans un parcours de conversion, un parcours d'intérêt qui est le plus simple, fluide possible.
On a tout type de sites carrière. On en a des très bien faits et on a des sites carrière qui sont un peu moins bien faits, qui peuvent être un frein à la candidature, créer son compte, pas très responsif. On connaît tout ça. Ouais. Nous, on a fait le choix d'avoir notre parcours. On est connecté à tous les ATS du marché, ce qui fait qu'après, on peut envoyer les candidats directement dans l'ATS. Aujourd'hui, quand je souhaite postuler, je peux le faire soit en textuel, soit en vocal. Si je suis dans le bus, je n'ai pas envie de déranger tout le monde, je vais le faire en textuel. Je vais mettre mes informations. Si j'ai mon CV, je le fais. Sinon, j'ai un petit assistant pour faire mon CV rapide, en texte. Et je fais une candidature en tout cas suffisamment qualifiée pour être exploitable. Si je le fais en vocal, je fais mon échange vocal. Je dis qui je suis, je me présente et ainsi de suite. Si j'ai un CV, je l'upload. Si j'ai pas de CV, je le fais à la voix. Ma candidature est terminée. Derrière, nous, opérationnellement, on a des équipes qui screenent les candidatures. Humainement, j'insiste. Chez vous? Chez nous. Okay. On screen les candidats. Alors, on a des clients qui nous disent nous, on veut toutes les candidatures, on a des équipes, on n'a pas besoin de votre screening, envoyez tout. Je pense au staffing, à l'intérim, qui veulent du volume. Ouais. D'autres clients nous disent non, nous, on veut du qualitatif, donc on a des équipes qui screenent. Ils screenent sur la base du déclaratif, de l'expérience attendue, des prérequis de base. Si les prérequis sont OK, on transmet dans l'ATS. Sinon, on motive le refus de manière explicite. Au nom du client. Au nom du client. Parce que du coup, le candidat qui a pris Saint-Gobain distribution, s'il a écrit Saint-Gobain distribution, il ne va pas comprendre de recevoir un mail d'Hippolyte. Ah non, c'est Saint-Gobain. Ouais. C'est Saint-Gobain, en partenariat avec Hippolyte, qui dit non, vous ne pouvez pas parce qu'il faut le CACES. Ouais, ok. Voilà, c'est un prérequis de base, vous n'avez pas le CACES, désolé, on ne va pas pouvoir y aller. Et donc, côté candidat, en fait, c'est super fluide. C'est ni trop simple, ni trop complexe. Et c'est un équilibre qui a été testé sur plein d'itérations possibles, plein de profils différents. Mais en tout cas, pour avoir un parcours qui soit acceptable et qui soit surtout dans l'air du temps. On voit les nouvelles générations qui font des vocaux, ils détestent se parler, ils font tout en asynchrone, des vocaux interposés, mais surtout pas s'appeler. Mais attends, moi, je le vois à la maison avec mon fils ado, je raconte encore une fois ma vie. Mon fils ado qui est avec son meilleur pote, il s'envoie des vocaux, mais il ne s'appelle pas. Mais je dis mais tu l'appelles, tu vas gagner du temps. Non, c'est des vocaux interposés. Ouais. Donc en fait, ils font du WhatsApp et puis voilà. Ouais. Ils font du WhatsApp avec des vocaux et on a choisi de se mettre en fait dans cet état d'esprit aussi au travers d'Hippolyte pour avoir vraiment des vocaux qui échangent avec un bot et ainsi de suite. Et du coup, est-ce que ma question peut être un peu provocatrice, parce que tu parlais d'inclusion, etc. Est-ce que du coup tu vises pas plutôt les jeunes que les moins jeunes en faisant ça? Détrompe-toi, parce qu'en fait, sur le vocal, de gros clients, notamment dans le secteur de l'intérim, je suis plombier depuis 20 ans, je suis à mon compte. Et en fait, j'en ai marre d'être à mon compte, j'ai envie de trouver des missions et autres, parce que voilà. Par contre, j'ai pas de CV, j'ai jamais fait de CV de ma vie. Et j'ai pas envie d'en faire un. Et j'ai surtout pas envie d'en faire un. Par contre, moi, parler 5-10 minutes là, avec une IA vocale pour faire mon CV, go en fait. Et ma candidature est terminée, j'ai pas de formulaire à remplir, de trucs compliqués, et j'ai postulé. Et tu sens pas de refus de la part des candidats de parler à une IA vocale aujourd'hui? Non, en fait, on laisse le choix soit du texte, soit du vocal. Ouais, on laisse le choix. En fait, on veut avoir un périmètre ISO entre je le fais à la voix ou je le fais en texte. Et ça, pour le coup, c'est super important de proposer les mêmes choses. On fait beaucoup d'enquêtes côté candidat, on fait du NPS et ainsi de suite pour savoir un petit peu la perception et avoir des axes de correction. Et aujourd'hui, on a de super résultats et on a en moyenne 40% des gens qui choisissent le vocal. Ah ouais, c'est intéressant. Donc c'est assez colossal et ça tend à augmenter. Et c'est pas que du Gen Z, ouais. Non, pas du tout. En fait, au contraire, on a des personnes beaucoup plus seniors qui sont en poste depuis longtemps, parce que nous, c'est des talents passifs. Le premier métier chez Hippolyte sur lequel on intervient, c'est le technicien de maintenance. Dans Rera, tous les sujets qu'on connaît en France, structurels, on n'en forme pas assez, blabla. Alors, les entreprises, à part aller chercher les tech maintenance du petit voisin et les débaucher, il n'y a pas 10 000 solutions. Et donc le tech maintenance, en général, il est en poste depuis 15 ans. Donc là, c'est pas du volumique, mais c'est du pénurique. Là, c'est du pénurique. Et il se dit, ouais, mais ok, je veux bien postuler. Par contre, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai pas LinkedIn, parce que moi, tech maintenance, LinkedIn, j'en ai rien à tirer, pardon. Oui, puis en plus, le pauvre tech maintenance qui a un profil LinkedIn. Il est harcelé. Je pense qu'il a 4000 emails par jour. Il a plein de copains recruteurs. Voilà, c'est pour ça. Donc, en fait, là, c'est simple comme un coup de fil de postuler ailleurs. Ouais. Donc ça démocratise la facilité, entre guillemets, de postuler ailleurs en ayant quand même une démarche, pas juste nom, prénom, mail, téléphone. En ayant une démarche quand même, je passe 5-10 minutes à raconter mon parcours et ainsi de suite. Et en fait, nous, ce qu'on fait derrière pour le recruteur, c'est qu'on fait une transcription de tout ça. Donc on fait du voice to text, on analyse ces éléments, on fait un résumé de candidature, on fait un diagnostic, on fait pour certains clients du scoring, qu'on intègre directement dans l'ATS. D'accord, et là vous êtes maqué avec les ATS du marché, quoi. Du Cegid jusqu'à Team Taylor, en passant par Smart Recruiter, enfin voilà. Tous les plus gros, enfin même les plus petits d'ailleurs ATS du marché, avec lesquels on doit avoir une interconnexion parfaite
parce que c'est notre livrable. Nous, on veut pas que les recruteurs utilisent d'autres outils. Donc vous venez en complément des job boards. Vous n'êtes pas à la place des job boards, vous venez en complément On vient des job en boards. complément parce qu'en fait, les job boards adressent des candidats actifs qui vont spontanément aller sur un job board pour chercher des offres et postuler tous les jours. Et ça c'est OK. C'est OK. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est les passifs. Ceux qui sont en poste, qui ne cherchent pas spontanément un emploi à un instant T, mais qui potentiellement se disent pourquoi pas donner un nouvel élan à ma carrière. OK. Très, très clair. Est-ce que du coup, tu vois, les réseaux sociaux bougent beaucoup. Vous avez commencé par Meta, tu disais Facebook, Insta. Aujourd'hui, TikTok est très présent. Est-ce que vous allez aussi sur des plateformes type Twitch, Discord, etc. Il y a tout un tas d'endroits aujourd'hui où sont des communautés, en fait. En fait, on va au-delà du social media. Aujourd'hui, on va vraiment dans l'aspect communautaire, comme tu l'évoques. Bien sûr, Twitch, ça fait des années qu'on l'exploite. On a fait des super belles campagnes. On allait sur Waze pour recruter sur Waze pour recruter des commerciaux ou des chauffeurs. On diffusait à proximité de points de passage des annonces de recrutement sur Waze. On va sur Tinder. On recrute sur Tinder en fonction pour certains clients. On va sur Pinterest. On va sur Vinted pour faire de la féminisation sur différents supports qu'on active. Donc, on a un peu plus de 20-25 canaux disponibles. D'accord. Et on a une strate média en moyenne entre 4 et 5 médias qui sont activés sur une campagne en fonction de l'objectif, de la stratégie, de la cible. Donc ça, vous l'analysez avec le client pour bien comprendre quel profil il veut recruter. Est-ce qu'on veut féminiser en même temps? Quel budget il a aussi? Parce que j'imagine Netflix, ça n'a pas de données. J'ai aucune notion de prix. Alors nous, Netflix, pas le sujet, on est partenaire, donc on peut investir à l'euro. Donc en fait, on n'a pas de seuil mini d'investissement. Donc on peut aller assez vite sur Netflix avec des budgets assez contraints pour travailler la marque employeur et travailler la conversion, parce qu'on fait aussi de la conversion sur Netflix. Et de la TV connectée aujourd'hui sur Box, par exemple, c'est un sujet pour vous? On envoie déjà sur la TV connectée. Donc aujourd'hui, en fait, nous, notre but, c'est d'avoir une offre assez exhaustive pour pouvoir adresser vraiment les enjeux des clients. Parce que faire de la pub, parce que c'est de la pub ce qu'on fait. Faire de la pub pour faire de la pub, bon ok, on veut faire de la noto, on veut se faire connaître. Soit, nos clients, même s'ils veulent faire de la noto, in fine, ce qu'ils veulent à la fin, c'est quand même voir le nombre de candidats qui donc ils veulent un ROI quand même quelque part. Bien sûr, aujourd'hui, le RH est passé d'une logique où il mesurait peut-être un petit peu moins à une logique assez héroïstique parce qu'il y a des comptes à rendre et parce que derrière, il y a des budgets à piloter. Et ce qui est très bien. Donc c'est très riche en termes de réseau. Netflix, c'est assez récent pour nous. On a fait du Manpower, on a fait du Saint-Gobain, on a fait tout un tas de clients aujourd'hui. Et donc, on est toujours à la recherche de nouveaux supports de diffusion. Non, mais ça, c'est franchement hyper intéressant. Du coup, toi, tu vois, l'expérience candidat, elle bouge. Avec l'IA, tu nous dis très concrètement que les candidats ne sont pas forcément réfractaires à l'IA dans leur expérience candidat, si c'est, j'imagine, bien fait et propre. T'imagines quoi demain, sans être Madame Soleil, mais ou Madame Irma, l'expérience candidat de demain? De demain, ces prochaines années, il va se passer quoi en termes d'expérience candidat? Qu'est-ce que tu vois arriver? En fait, pour rebondir sur ton premier point, c'est que c'est une légende urbaine de se dire le candidat ne veut pas parler à une IA. Le candidat, ce qu'il souhaite, c'est être bien traité. Bien traité, j'entends avoir des réponses à ses questions, avoir un avancement sur son statut de candidature et ne pas prendre un mail automatique de l'ATS un mois après avoir postulé. Merci, mais non merci. Aujourd'hui, le candidat, il faut juste le tenir informé. Et lui, ce qu'il veut, c'est une réponse claire, limpide et des conseils. Aujourd'hui, humainement, dans les entreprises, c'est compliqué d'adresser une réponse quand on a du volumique et qu'on reçoit 1 million de candidatures par an. Répondre de manière individuelle à chaque candidat, c'est littéralement impossible. Économiquement, c'est impossible. Si l'IA permet d'adresser des réponses personnalisées et de faire vivre une expérience en candidat qui soit bonne pour la marque employeur du client et bonne pour l'état d'esprit du candidat, qui est quelqu'un qui est en recherche, qui n'est pas forcément très enjoué tous les jours de se dire quand est-ce que je vais avoir un job, si l'IA est là pour l'aiguiller, l'aider dans ces éléments de recherche d'emploi qui ne sont pas un sujet facile de la vie, et pour le coup, ils sont clairement OK. Donc ça, c'est pour ton premier point. Et le deuxième point, en termes d'évolution, alors, il y a un sujet aujourd'hui, c'est que les candidats utilisent aussi beaucoup l'IA. Et de plus en plus, parce que nous, on fait pas mal d'enquêtes là-dessus. Et donc aujourd'hui... Moi, je vois des sites qui génèrent de la candidature par IA en quantité, quoi. Bien sûr. Moi, une toute petite boîte que je suis, j'en reçois plein. Je ne vais pas citer le site, mais il y a un Spon quelque chose. Ça va te parler. Et j'en reçois plein, quoi. Évidemment, parce qu'en fait, ils se disent, attendez, les recruteurs utilisent l'IA, moi aussi, je vais copier l'offre, je vais mettre mon CV, je vais dire, optimise-moi mon CV pour être sûr d'être retenu.
Bah, c'est pas... C'est humain. Et c'est pas con. Et c'est pas con. Ouais. Sauf que du coup, on va se retrouver. Moi, ma vision, c'est qu'on va se retrouver avec IA contre IA, d'une certaine manière, avec des candidats qui vont upgrader un petit peu leurs compétences avec une certaine soit volonté ou non. Bon, on le faisait avant, hein, quand t'as pas d'IA aussi. Hein. Bah, on le faisait avant, mais là, ça devient facile. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on passait du temps, la lettre de motivation. Ouais. On a encore des clients qui nous disent Gauthier, si on n'a pas de lettre de motivation, on ne veut pas de la candidature parce que le manager, s'il n'a pas la lettre de motivation avec le CV, il ne va pas vouloir recevoir le candidat. Ok, sauf que la lettre de motivation, aujourd'hui, les candidats demandent même de faire 1 ou 2 fautes d'orthographe pour la rendre réelle. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ces histoires. Mais par contre, là où je veux en venir, c'est que IA contre IA, ça ne marchera pas. Donc, il y a les garde-fous. Et c'est là où le RH reprend toute sa splendeur. C'est qu'en fait, ma conviction, c'est que l'IA côté recrutement et l'IA côté candidat, à un moment donné, ça va s'affronter d'une certaine manière. Et ça va redonner toutes les lettres de noblesse à la fonction RH qui va remettre l'humain au centre et arrêter toutes ces inepties d'entretien Teams en permanence et recréer des moments de rencontre et de recentrer justement le rôle du RH sur ce qu'il est, sur ce qu'il doit faire, à savoir rencontrer des personnes et échanger avec elles. Et ça, c'est pour moi le cœur du réacteur. En autre sujet, on a les avatars. On travaille sur les avatars de recrutement aujourd'hui. Ouais. C'est en test chez nous. C'est-à-dire qu'un avatar aujourd'hui est capable de te cloner avec ta voix, tes mimiques, ton identité. Donc, j'aurais un Flow 2, quoi. Flow 4.0. Là, on peut dire avec 4.0, sauf que ce Flow, il peut passer 500 entretiens en même temps. Ouais. Et t'envoyer les synthèses dans ton ATS en même temps. Que, humainement, je pourrais jamais faire. Jamais. Sauf que là, lui, il peut le faire avec ta voix, ton intonation, tes mimiques, ton support, les questions que tu poses habituellement, ta façon de diriger un entretien. Et sans que, in fine, on décide d'embaucher une personne. Ah alors, parce qu'on peut pas. L'IA ne décide jamais. On est d'accord. Aujourd'hui, l'IA Act interdit de décider sans intervention humaine, ce qui est très bien. Aux US, tu peux embaucher quelqu'un sans l'avoir jamais vu ou jamais parlé. Ok. Salesforce embauche ses salariés et ne les a pas vus avant la journée où ils arrivent dans les locaux. Tout est des maths. De l'entretien, la génération du contrat, la signature électronique, tout. Et la première fois que le manager rencontre son collaborateur, c'est le premier jour. Wow. Donc ça, en Europe, c'est interdit. Je trouve ça très bien d'avoir un contrôle humain, mais par contre, on a toujours un déséquilibre entre, en Europe, on régule d'abord et on ouvre après, aux US, où on laisse ouvert et on régule ensuite. In fine, quand on regarde, les courbes finissent par se rejoindre. C'est juste qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement. Aujourd'hui, l'IA ne décide de rien, elle recommande. Ok, donc le coup de l'avatar, c'est quand même vraiment intéressant. Et ça sort un peu de la science-fiction, mais ça n'en est plus en fait. En fait, on se disait encore il y a quelques années, ok, c'est science-fiction, Gauthier, ça n'arrivera jamais à votre truc, parce que moi, ça fait quelques temps que je parle de l'avatar. Et là, aujourd'hui, moi, je le teste, je le montre à des clients, ils se disent, ok, là, ça devient quand même assez dingue. Et pour le coup, ce qui change vraiment, c'est qu'on a des avatars depuis longtemps, mais avec un niveau de qualité qui était pas exploitable en l'état. Aujourd'hui, on arrive vraiment à une synthèse où on commence à avoir du mal à discerner si c'est Flow de 1.0 ou Flow 4.0. Et c'est ça la force du sujet, c'est qu'on arrive à un niveau technologique où en fait, on a du mal à discerner le vrai du faux. Ce qui est très vrai, moi je vais prendre un exemple dans le monde du podcast, que je connais un petit peu du coup maintenant, même très très bien, et c'est pas le cas sur ce podcast, hein. Je suis bien humain, hein. Tu peux me piquer, je vais crier et tout. Aujourd'hui par exemple, tu prends un article d'un blog, tu le mets dans Notebook LM, et je t'en fais un podcast avec un homme et une femme qui se parlent, qui se posent des questions, etc. Et tout ça en quelques minutes. Oui, et il y a déjà des podcasts qui existent, sont des podcasts 100% IA. Ça, je peux vous le dire, je ne le citerai pas, mais voilà. Je ne suis pas un grand fan de ça parce que je trouve pas ça trompe un peu l'auditeur. Ça a beaucoup moins de valeur, mais c'est techniquement possible. Et donc, je vois bien ce que tu veux dire parce que ça arrive dans tous les univers. Là, on n'est pas du tout dans l'univers du recrutement, on est plutôt dans l'univers de la com. Technologiquement, aujourd'hui, en fait, on a une vitesse, une accélération. Pourquoi on a cette accélération ? Parce qu'on a une compétition véloce entre différents opérateurs d'IA. Et en fait, the first take all, comme toujours. Donc en fait, c'est le premier qui va, en tout cas, avoir la taille critique. Alors on peut se dire que c'est ChatGPT, mais en fait, les autres n'ont pas totalement lâché l'affaire. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a une course de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité qui est sortie par un opérateur. L'autre se dit, OK, qu'est-ce que je vais sortir encore plus fort ? Et c'est pour ça qu'on a une telle évolution. Sinon, ça mettrait des années à se développer comme c'est aujourd'hui. Sauf que là, chaque semaine, il y a une nouveauté. On a 1000 startups qui se créent par jour dans le monde. 1000 startups qui se créent par jour dans le monde sur l'IA. Bon, sur ces 1000, il y en a
99,9% qui verront pas 6 mois. Mais c'est une frénésie là. Alors justement, c'est une question que je pose à la fin, mais du coup je te la pose au milieu. C'est comment est-ce que tu fais ta veille du coup? Parce que du coup, tu as une veille RH, une veille tech, tu as une veille recrutement, puis tu as une veille tech aussi à faire. Comment tu fais tout ça? Alors avec mon agent. Ok, carrément, ouais. J'utilise à outrance les agents IA parce qu'on est dans le monde agentique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on connaît tous ChatGPT, on fait des demandes, on prompte, on a des réponses. L'agent va être autonome pour gérer des tâches en back-office de manière asynchrone. Donc moi, en fait, j'ai une curation du contenu. En fait, je lui demande de parcourir tout un tas de sites chaque matin pour aller chercher les informations qui m'intéressent, de synthétiser, de rendre ça digeste pour que ça aille assez vite à lire et de me transmettre tout ça par email à 8h chaque matin. Et donc, chaque matin, j'ai ma veille de manière automatisée, de manière digeste. Je lui demande aussi de réécrire pour que ça soit facilement lisible pour moi, d'une certaine manière. Et donc, chaque matin, il me livre tout le contenu que je lis en arrivant au bureau. D'accord. Et ça, c'est un agent fait par ChatGPT Alors, c'est un agent que j'utilise Manus pour faire ça. Manus, qui est une société chinoise, donc attention aux données que vous pouvez mettre, mais en tout cas, pour faire de la veille, c'est très adapté parce qu'il n'y a aucune donnée confidentielle. Oui. Et aujourd'hui, on est sur de l'agentique. Manus, pour moi, ça a été une vraie révolution sur ces sujets qui permettent de manière très facile, encore une fois, ça ne demande pas de compétences techniques, de se créer son petit agent qui va faire son job. J'ai vu, mais je continue, mais c'est assez important, Manus, là, j'ai vu que en fait, c'est un agent, donc il a un ordinateur, plusieurs ordinateurs de manière autonome. J'ai vu en fait qu'on pouvait mettre ses codes LinkedIn, par exemple, et dire, moi je suis chasseur de tête, j'ai besoin d'aller chercher les 15 profils les plus pertinents par rapport à cette mission. Et tout ça en mode agent. Et chaque matin, je veux que tu me fasses cette recherche. Et donc, il fait ça en autonomie. Et il peut faire toutes les CV Tech tout seul. Même en étant identifié et ainsi de suite. Et contacter les candidats à votre place. Juste pour vous projeter un petit peu dans l'avenir. Mais en fait, c'est pas l'avenir, c'est maintenant. Donc, encore une fois, l'IA ne va pas vous remplacer, mais il va remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Je dirais aux RH indépendants qui nous écoutent, aux managers d'équipe RH, est-ce que tu penses que c'est clé aujourd'hui de former ces équipes ou de se former quoi? Ah non, mais c'est même pas un sujet, c'est une obligation. Et pour moi, c'est une obligation. On parle du secteur des RH. Pour moi, chaque collaborateur, qu'il soit RH ou non aujourd'hui, doit être formé à l'IA générative. Donc si je suis RH dans une boîte où mon dirigeant me dit j'ai pas le temps de te former, changer de boîte. Ouais, toi t'es radical quoi. Ah non mais complètement. Non mais parce que la boîte va dans le mur en fait. Ah mais la boîte va mourir. Et en fait, je suis assez cash sur ces sujets. C'est quand on a un enjeu derrière de compétitivité des entreprises. Un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour sauvegarder ses marges dans un environnement économique qui est compliqué. Demain, des sociétés vont utiliser l'IA à outrance, à plus ou moins bon escient, c'est même pas le sujet. C'est de dire comment je continue d'exister, moi, quand mon camarade va pouvoir baisser ses prix de 10, 15, 20%, ou moi, en fait, en charge structurelle, mon PNL ne va pas être aligné. Comment je fais? Et c'est parce que je n'aurais pas pris le virage. Et pour moi, il y a un enjeu de société, vraiment de société, qui dépasse le monde du recrutement des RH, c'est de former les gens au recrutement, à l'IA. Parce qu'en fait, dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, ça devient un incontournable. On n'est pas dans les histoires de métaverse ou que sais-je qu'on a pu voir, quelques lubies, quelques de buzzwords qui ont bien buzzé à l'époque, mais qui en fait font un pchit. Ça fait un pchit parce que les sociétés qui achetaient un land sur métaverse à des milliers de dollars, c'est du vent. C'est du vent. Alors on peut dire l'IA c'est du vent. Non, en fait l'IA c'est pas du vent parce qu'utilisé à bon escient, ça vient quand même adresser des sujets aujourd'hui qui sont chronophages et qui font gagner des points de marge. Ok. J'ai une question un peu plus perso. De quoi tu es plus fier aujourd'hui avec Hippolyte? D'avoir participé et contribué à des centaines, voire des milliers de recrutements. En fait, vous arrivez à mesurer ça, tiens? Ouais, en fait, alors on est dépendant de la complétion des ATS par nos chers amis clients, mais quand on a la complétion, on a le retour, ce qui est plutôt top. Et de se dire, en fait, on a réussi à faire rencontrer des publics qui ne se seraient jamais rencontrés sans nous. De se dire, un candidat qui voit une pub sur TikTok pour une entreprise se dit « Ok, allez, pourquoi pas, je vais postuler », alors que sans ça, il n'aurait vraisemblablement jamais postulé dans cette entreprise et il n'aurait jamais été recruté dans cette entreprise. Donc la fierté, c'est de créer des passerelles entre des gens que rien n'amène à se rencontrer. Et ça, pour le coup, c'est la plus belle reconnaissance parce qu'on fait un client heureux et un candidat aussi heureux. Si on fait ce podcast dans quelques années, c'est quoi pour toi le marché de recrutement?
Il y aura toujours des cabinets, il y aura... Florent 12.0. Voilà, tu vois, tu connais l'écosystème, tu parlais de staffing, tu connais le monde de l'intérim, tu connais les entreprises, tu connais le monde des cabinets. S'arrêter là-dessus. Ouais, c'est quoi toi ta vision sur ce monde de recrutement Alors ça va être assez cash, hein, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais c'est pas l'objectif. Moi, la première vision, c'est de se dire, je crois à l'agent méta. Alors méta, pas méta, Facebook et ainsi de suite, l'agent en fait qui va être l'agent personnel. Et ça, j'ai une conviction depuis des années. C'est-à-dire que je cherche un boulot ou que je veuille commander mon hôtel ou réserver mon hôtel, j'aurai un seul agent qui va me connaître par cœur. Ce que fait un petit peu ChatGPT aujourd'hui, en ayant une connaissance de l'historique de ce qu'on a pu demander et qui accumule de la connaissance. Demain, c'est un agent qui va gérer tout mon aspect quotidien, ce qu'avait voulu faire Alexa avec du vocal et ainsi de suite, c'était les débuts. Mais en tout cas, d'avoir une vision globale sur la vie d'un individu et qui va gérer le soir, mon boss m'a saoulé, tu peux me trouver un autre job s'il te plaît, tu me connais par cœur, vas-y postule pour moi, fais les premiers entretiens avec l'agent du client, vois si ça peut matcher et après je pourrai rencontrer le recruteur. Moi, ma vision, c'est de dire, ok, on s'affranchit de toutes ces démarches-là, de toutes les démarches actuelles de recherche, de faire le tour des job boards le matin, de recevoir les alertes mail, dire, tiens, il y a une nouvelle offre, est-ce que je peux postuler ? De compléter son petit fichier Excel, j'ai postulé à telle boîte qui m'a pas répondu. Terminé. Et ça, c'est pas dans 10 ans, c'est incessamment sous peu. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un agent qui va recommander des offres pertinentes, qui va postuler pour la personne, qui va répondre aux premières questions de préqualification du recruteur. Ok, ça marche pas, pour créer des rencontres à haute valeur ajoutée, en fait. Et c'est-à-dire éluder toutes des candidatures qui sont à côté. Il y en a énormément. Aujourd'hui, des recruteurs, ils mettent une annonce. J'ai rien contre les candidats. Hein. Ils mettent une annonce. Ils ont 100 candidatures dans la journée sur du volumique. Et chaque jour, ça recommence. C'est ingérable. Même plus, hein, parce que moi, je vois on voit des offres d'emploi aujourd'hui, c'est du 1000, 2000. Voilà. C'est du délire. Comment un RH peut, psychologiquement, arriver chaque matin et se dire, je dois traiter les 1000 candidatures Mais on marche sur la tête. Moi, je suis passé à des clients qui, il y a 3 ans, se plaignent par 2 candidatures. Ils se plaignent parce qu'ils en ont trop, quoi. Oui, mais on marche sur la tête. Mais je comprends. Et en fait, c'est même pire qu'avant, quoi. Mais parce qu'en fait, l'amont n'est pas bon. La qualif n'est pas bonne. Moi, je suis d'accord que des job boards disent on facilite la candidature. On fait du multi-candidature. Aujourd'hui, on a un parcours où je postule en 3 clics et puis à la fin, je peux postuler à 15 offres en même temps. Je sais même pas où je postule. Donc, le site que j'ai cité à moitié, je l'ai testé. Tu peux postuler à des dizaines d'entreprises sans savoir à qui tu postules. Hein. Voilà. Et donc ça, on crée une charge côté c'est délirant. Recruteurs qui vont traiter ces candidats-là peut-être avant ceux qui ont pris le temps de postuler, de se renseigner, ainsi de suite. Et on crée un serpent qui se mord la queue, là, pour le coup. Donc, vraiment, pour moi, le recrutement de demain, alors les cabinets, ça existera. En fait, c'est pas qu'ils n'existeront plus. Il faut pas voir l'IA comme quelque chose qui disparaît. C'est quelque chose qui va se transformer. C'est-à-dire que vendre aujourd'hui de la presta de chasse de profil, demain, pardon, mais ça n'existera plus. La chasse, elle va être immédiate, en temps réel. Ce qui va se vendre, c'est de la présélection, c'est de la rencontre, de l'humain, de l'échange. C'est le vrai réseau du recruteur, comme il y avait une époque, en fait. Exactement. Je connais, tu m'envoies ta demande, je sais à qui... Je sais à qui je pense, je sais qui je vais te trouver, parce que avec ton ADN de ta boîte, ton culture fit, ton équipe, ça va bien coller, je le sais. Ça, t'y crois plus? Mais bien sûr, parce que l'humain va redevenir au centre, et c'est trop bien. Ok. Extrêmement riche. J'ai 100 000 questions, mais... Oui, je fais c'est bavard, pardon. Non, t'es bavard, c'est juste passionnant. Avant d'aller sur des questions finales que j'ai, un conseil unique à donner aujourd'hui aux recruteurs. C'est le conseil que tu donnerais maintenant. Un conseil à un recruteur de n'importe quelle organisation, peu importe la taille et autres, de se former à l'IA, pardon, je redis, mais en fait, on a... S'auto-former ou se former si sa boîte avance pas, quoi. Si sa boîte avance pas, c'est pas grave, prends des initiatives. Franchement, il y a plein de trucs partout. Hein. Tu vas sur YouTube, y en a partout. Sur YouTube, mais alors là, le tuto, non, mais alors là, c'est. Tu veux te former à Gamma, tu vas sur YouTube. Il n'y a pas plus simple. Il y a des outils de base. On peut citer, tu cites Gamma. Franchement, ChatGPT, Gamma, Mistral, vous pouvez tester Manus sans mettre de données confidentielles. Vous pouvez tester des outils comme ça qui vont faciliter votre quotidien dans une dimension que vous ne percevez même pas aujourd'hui si vous n'avez pas utilisé. Vraiment. Vous ne pourrez plus faire sans et vous retrouverez de la valeur dans votre travail, ou en tout cas sur des missions, des tâches qui sont à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Donc oui, un conseil aujourd'hui, ne négligez pas l'IA, allez-y à fond, et même si votre entreprise ne bouge pas ou autre,
Ok, RGPD, il y a acte. Ok, mais on n'est pas obligé de mettre des données confidentielles de l'organisation pour utiliser. Hein, on peut tout à fait travailler avec des données pour rédiger. Tout le monde l'a fait, ça. Améliorer la rédaction de ses annonces. Voilà. Vous pouvez vous amuser. Mettez. Tiens, rédige-moi mon annonce à la sauce Burger King pour rigoler. Faites-le. Vous allez voir le résultat. C'est exceptionnel. Donc, prenez ce sujet à bras le corps et surtout, incitez vos équipes. Si vous avez des équipes, à utiliser ça. Ne soyez pas... combien de fois je vais dans les entreprises, oui, ChatGPT est bloqué, du coup je le fais sur mon téléphone, mais je le dis pas trop parce que j'ai peur d'être jugé et on va dire je fais pas mon travail. C'est pire qu'avant, quoi. C'est pire parce que c'est du shadow IA. C'est du shadow IA et c'est dangereux, c'est pas sécurisé, ça passe à côté. Donc allez-y, ouvrez les chakras et dites-vous, ok, je me lance, on verra, peut-être je ferai pas tout bien, mais en même temps, il y a que ceux qui ne font rien et qui n'arrivent rien, donc go. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé parler? C'était assez riche déjà là, pour le coup. Juste un point. Ou une conviction qu'on n'a pas partagée. Un point important, c'est pourquoi l'IA et ainsi de suite chez Hippolyte, parce qu'on s'appelait Hippolyte RH, on est devenu Hippolyte AI. D'accord. On a fait ce changement il y a 2 ans, donc dès l'avènement de ChatGPT, je me suis dit ok, ça c'est tout de suite maintenant, c'est super important. T'as jamais fait Hippolyte.web3? Non, ça j'ai pas fait Web3, mais par contre AI, je me dis là il y a un truc quand même. Ouais. Là il y a un gros truc. Et donc, en fait, cette transition aussi technologique, en fait, pourquoi aujourd'hui on commercialise aussi notre technologie sans la partie social media? Et c'est super important parce qu'en fait, on a des clients qui veulent bénéficier de tout notre parcours de qualification sans forcément la dimension média. Ok. Gauthier, on a énormément de candidats. Votre social media, c'est cool, hein, mais on croule déjà sous les candidats. On aimerait bien utiliser votre parcours et ainsi de suite, votre appel et tout pour qualifier un petit peu nos candidats et surtout soulager nos équipes de recrutement aujourd'hui qui sont au bord du gouffre. Pour les aider au quotidien. Donc, on a aussi cette corde aujourd'hui où on peut activer notre suite technologique sans activer le média. Bon. J'ai fait un peu de pub, désolé. Non, c'est pas grave. Je couperai au montage. Non, je couperai pas. En fait. Le doute. Non, je couperai pas. Une courte anecdote pro que tu n'as jamais racontée à un micro. Ah ouais, alors je sais pas si... Un truc que personne ne sait. Ou alors quelqu'un le sait. T'es arrivé avec un client, un candidat. Tu peux pas anonymiser. Hein. Non, c'est pas une fierté, mais on n'a pas eu le choix. Toutes les personnes qui lancent une structure à un moment donné, qui sont seules ou qui sont assez peu nombreux, le plus dur c'est de trouver les premiers clients. Et ça, tout le monde le sait. On a triché. On a mis, alors je devrais pas le dire, mais on a mis un logo d'un client qui n'était pas un client. On n'avait pas le choix. Sauf qu'en fait, il y a un mailing qui est parti. Avec le logo du client, vers le client. Qui s'est dit, mais j'utilise ça moi. Et le client m'a appelé en me disant, Gauthier, je suis ravi de voir qu'on utilise vos services. Vous pourriez me préciser quelle entité, quel département, enfin qui l'utilise? Et là, j'ai dû faire mes plus grandes excuses du monde et on a fini par signer le client. En vrai, c'est un client dans la grande distribution qui se reconnectera s'il écoute le podcast. Mais en tout cas, ouais, mais c'est super compliqué de trouver les premiers clients. Alors, ça n'excuse pas, mais je le dis ouvertement, on a un peu triché là-dessus, mais en même temps, aujourd'hui, si on veut réussir, il faut être toujours à la frontière de la ligne, sans la mordre. Là, on l'a un peu mordu, je le raconte. C'est la première fois que je le dis. D'accord, ouais, merci. Tiens, autre chose qui n'est pas facile, c'est le nom d'une boîte. Pourquoi Hippolyte? Alors, pourquoi tu l'as pas appelé Gauthier ou Jean-Jacques? En fait, on cherchait à humaniser quelque chose qui allait se transformer forcément en IA. Donc, on voulait un prénom, forcément, parce que on veut créer un attachement en fait auprès des candidats à un prénom, une identité. Hippo, mythologie, puissance, force et ainsi de suite. On s'est dit ok, c'est pas un nom commun. Par contre, avec du recul, personne ne sait écrire Hippolyte et ça on s'en rend compte aujourd'hui. C'est-à-dire que le I, le Y, le H, on l'a vu dans toutes les formes possibles, inimaginables et on en découvre encore parfois sans H et ainsi de suite. Tu l'aurais appelé Jean, ça aurait été plus simple. Ah, ça aurait été plus simple, mais ça fait son charme, écoute. Ouais. Et je trouve ça très sympa. Là, on est en train d'internationaliser. Hippolyte, ça raconte pas, c'est très fun. Est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer à ce micro? Ouais, tu peux contacter Katiana Bénard qui s'occupe marque employeur recrutement côté groupe Barrière. Ouais, joli. Avec des profils, avec des profils volumiques, atypiques, avec un niveau d'exigence très fort. Voilà, que tu imagines. Donc ouais, ça peut être sympa. Tu as Théo Bardin qui est chez SNCF Réseau, qui est plutôt sur la marque employeur, mais qui pour le coup a un très bon vernis RH parce que marque employeur, en tout cas communication RH. Donc assez intéressant aussi avec des enjeux de métier très complexes, ténériste, électricien et ainsi de suite. Donc ça peut être sympa. Ok, un grand merci.
Tu nous as parlé de ta veille, donc ça c'est déjà fait, donc le gars qui suit son podcast quand même. Est-ce que tu écoutes d'ailleurs des podcasts? Est-ce que tu lis des livres RH? Est-ce que tu as le temps? Alors, je prends le temps, j'écoute pas mal Génération Do It Yourself. Ouais, bien sûr. Celui-là, je l'aime beaucoup, je l'écoute en accéléré parce que il faut savoir que j'écoute tout en accéléré. Un invité sur deux me le cite. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, c'est pas très original, mais en même temps, c'est super quali. Moi, je les écoute aussi. C'est super quali à chaque fois l'intervenant. Ils sont très longs, mais c'est quali. Okay. Par contre, j'écoute tout en x2. Si je regarde une série sur Netflix, je la mets en x2. Ça, je suis complètement toqué là-dessus. Je supporte pas la vitesse 1.0. Okay. C'est insupportable. Sur tout ce qui est livres et ainsi de suite, quand j'ai le temps pour les vacances, mais globalement assez peu. Par contre, énormément de prises d'infos sur le net. Avec les agents et ainsi de suite, où je me renseigne sur tout. Et ce qui se passe aussi à l'étranger, pas qu'en France, j'imagine. Complètement. Aux US, ça bouge. Là, on voit l'agrégation des opérateurs, Paradox qui se fait racheter, Smart Recruiter qui se fait racheter. Toute la veille là-dessus est ultra importante parce que ce qui se passe aux US se passe en Europe très peu de temps après. Ouais, ok. Si nos auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple? Alors, surtout qu'ils ne me laissent pas de messages vocaux parce que je ne les écoute jamais. Okay. Je suis transparent, je n'écoute jamais un message vocal. LinkedIn, SMS, WhatsApp, peu importe, avec grand plaisir. Et je serais ravi d'échanger avec eux. Ok. Un grand merci, Gauthier. Merci, Florent. Grand merci pour ta dispo. Il est l'heure de dîner pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas à quelle heure on enregistre. Et ça s'est levé à Saint-Malo, d'ailleurs, je précise. Le soleil est là. Tu vas manger, je pense, une galette, une crêpe. Je vais faire honneur quand même à la région. C'est obligatoire. Je pense que c'est un passage obligé. Des restaurants Picard, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la région. Non, mais je vais me faire une petite spécialité locale. Voilà. Et puis, en tout cas, un grand merci d'avoir été là, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir réussi à la caler. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour tes convictions que tu as partagées. Ça peut effectivement... être un peu clivant, ça peut heurter. Maintenant, il faut avoir des convictions, il faut avoir des convictions et aujourd'hui, c'est important effectivement de prendre conscience de tout ce qui se passe. Déjà. Ouais, et puis il faut assumer ses convictions parce qu'à un moment donné, être dans l'entre-deux, dans le monde actuel qui va à 2000 à l'heure, il faut assumer ses convictions et ça permet à tout le monde d'avancer. On les partage pas. Chacun son opinion, mais en même temps, aujourd'hui, on peut pas rester dans un entre-deux. Ok. Merci à toi. À Merci bientôt. Florent. Merci à tout le monde. Beaucoup. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!